La neige tombait depuis avant le lever du soleil. Une neige épaisse et silencieuse, le genre qui étouffe tout. Les pas, les voix, même la douleur. Je me tenais au bord de la tombe, dans le cimetière Lakeview, juste à l'extérieur de Kingston, en Ontario. Je regardais les flocons blancs se déposer lentement sur le bois sombre du cercueil de mon mari. 61 ans. C'est le temps que Gérald et moi avons partagé une vie. 61 ans de café du samedi matin. De petites disputes sur le thermostat. De mains qui se cherchent dans l'obscurité de la nuit. Et maintenant, il n'y avait plus que la neige, le silence et le poids d'un avenir que je n'avais jamais imaginé affronter seul. Ma belle-fille, Priya, se tenait à côté de moi, son bras passé dans le mien. De l'autre côté, mon fils Marcus restait immobile, la mâchoire serrée, les yeux secs comme les hommes ont appris à les garder. Nos petites filles, des jumelles qui venaient d'avoir 9 ans, se serraient contre leur mère. Elles ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait, mais elles sentaient qu'un changement immense et définitif venait de se produire dans leur monde. La sœur de Gérald, Rosalind, avait pris l'avion depuis Vancouver. Elle se tenait de l'autre côté de la tombe, tamponnant ses yeux avec un mouchoir plié comme elle le faisait depuis que nous étions jeunes et que nous croyions encore que le malheur arrivait seulement aux autres familles. Le pasteur prononçait les paroles qu'il devait dire. Je les entendais comme on entend la pluie derrière une vitre. Quand la cérémonie s'est terminée et que les gens ont commencé à rejoindre leur voiture, j'ai senti une vibration dans la poche de mon manteau. Par réflexe, j'ai glissé la main dedans, pensant que c'était mon téléphone. Mais l'objet que j'ai sorti était différent. Plus petit. Plus ancien. Je l'ai regardé. Le téléphone de Gérald. Je l'avais glissé dans ma poche ce matin-là sans vraiment y penser. Comme pour garder encore un petit morceau de lui près de moi avant de le remettre à notre avocat de famille, Don Whitfield, comme Gérald l'avait demandé dans son testament. L'écran était allumé. Un message venait d'arriver. J'ai failli le ranger sans regarder. J'ai failli ne pas lire. Mais le chagrin vous pousse à faire des choses étranges. Il vous donne faim de n'importe quel signe. Comme si la personne que vous aimiez était encore là quelque part. Alors j'ai regardé. Le message venait d'un numéro inconnu. Aucun nom. Seulement 10 mots. Ne lis pas ça ici. Va dans la voiture. Seul. Je suis resté immobile. La neige continuait de tomber autour de moi. Les gens murmuraient leurs adieux, échangeant des promesses d'appeler et des plats à ramener. Marcus a posé la main sur mon bras. « Maman, la voiture est prête quand tu veux. » J'ai hoché la tête et je lui ai dit que j'avais besoin d'une minute de plus. Il m'a lancé ce regard prudent qu'il me donnait depuis 3 jours. Puis il est parti vers le parking avec Priya et les filles. Je me suis dirigé vers notre vieille Volvo. Gérald l'avait conduite jusqu'à il y a 2 ans, avant que ses jambes commencent à le trahir. Je me suis assise côté passager, comme toujours. Puis j'ai regardé le téléphone. Un deuxième message venait d'arriver. Gérald t'a laissé quelque chose. Pas à la maison. Va au box de stockage. Unité 14. La clé est scotchée à l'intérieur de la couverture arrière de son guide d'oiseau bleu. 3e étagère. J'ai relu le message 2 fois. Puis une 3e. Ma respiration avait embué la vitre. Dehors, les derniers visiteurs quittaient le cimetière. Je pensais au livre dont parlait le message. Le guide d'oiseaux de l'Est du Canada de Gérald. Un vieux guide Peterson usé qu'il emportait à chaque randonnée. Il était posé sur la 3e étagère de son bureau. Je connaissais cette étagère. Je connaissais ce livre. Je l'avais dépoussiéré des centaines de fois. Mais je ne savais rien d'un box de stockage. En 43 ans dans cette maison. En 61 ans de mariage. Gérald ne m'avait jamais parlé d'un tel endroit. Le trajet jusqu'à la maison m'a semblé plus long que d'habitude. Marcus m'a proposé de rester avec moi. Je lui ai dit que j'avais simplement besoin de me reposer. Il a hésité dans l'encadrement de la porte comme chaque fois qu'il pensait que je cachais quelque chose. Puis Priya l'a doucement guidé vers la voiture avec un regard qui disait « Laisse-lui de l'espace ». Je l'ai aimé encore plus pour ça. Dès qu'ils sont partis, je suis allé directement dans le bureau de Gérald. Le guide bleu était exactement là où je l'attendais. Je l'ai pris avec précaution. Comme on manipule quelque chose qui a été touché par quelqu'un qui n'est plus là. Je l'ai retourné. Et là. La clé.
Une petite clé argentée maintenue avec un vieux morceau de ruban adhésif jauni. Je me suis assise dans la chaise de Gérald. Il avait planifié tout ça. Quoi que ce soit, il l'avait préparé avec soin. Gérald Ashworth était ingénieur civil pendant 35 ans. Il construisait des ponts. Il disait souvent que la différence entre une structure qui tient et une structure qui s'effondre, c'est la qualité des fondations. Et il avait construit quelque chose. Quelque chose qu'il voulait que je découvre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté à la table de la cuisine avec une tasse de thé devenue froide, faisant tourner la clé entre mes doigts. Je repensais aux derniers mois de Gérald. À ces heures passées dans son bureau porte fermée. Aux papiers qu'il rangeait rapidement quand j'entrais. Qu'est-ce qu'il cachait? Et à qui? À 7 heures du matin, j'étais déjà dans la voiture. Le centre de stockage se trouvait sur une route de service près de Division Street. Un bâtiment gris entouré d'un grillage. J'ai trouvé l'unité 14. La clé a tourné dans la serrure. La porte métallique s'est levée avec un bruit lourd. À l'intérieur, l'espace était petit. Presque vide. Au centre, sous une bâche maintenue par des pots de peinture, 3 cartons d'archives. Et un ordinateur portable que je n'avais jamais vu. Sur la première boîte, une étiquette. Écrite de la main de Gérald. Pour Margaret. Tout ce dont tu as besoin est ici. Je me suis assise sur le sol froid. Je n'avais rien à faire que mon manteau se salisse. J'ai ouvert la première boîte. Des dossiers. Des dizaines. Classés par couleur et par date avec la précision obsessionnelle de Gérald. Des emails imprimés. Des photographies prises au téléobjectif. Ce n'était pas le travail d'un vieil homme malade. C'était le travail de quelqu'un qui était en colère depuis longtemps. Une lettre manuscrite reposait au sommet. Je l'ai lue. Margaret. Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. Je suis désolé. Tout ce qui est dans ces boîtes est la vérité. Commence par les dossiers rouges, puis les bleus. Ne fais confiance à personne chez Arov avant d'avoir parlé à la personne dont j'ai écrit le nom à la fin de cette lettre. Notre fils n'a pas fait ce dont on l'accuse. Je peux le prouver. Je n'ai simplement plus eu le temps de le faire moi-même. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Ne les laisse pas enterrer ça comme ils m'ont enterré. Gérald. Je l'ai relu 4 fois. À la 5e, mes mains tremblaient trop. Notre fils. Il parlait de Marcus. 3 ans plus tôt, Marcus avait été accusé de fraude financière dans l'entreprise immobilière Arov Développement. Il avait été licencié publiquement. Sa réputation avait été détruite. Aucune accusation pénale n'avait finalement été déposée. Mais dans une petite ville, l'absence de condamnation ne signifie pas innocence. Marcus avait passé 3 ans à reconstruire sa vie. Gérald, lui, n'avait jamais cessé de croire en lui. Et il avait décidé de trouver la vérité. Et ce jour-là, dans ce box de stockage glacé, j'ai compris une chose. Mon mari avait passé les 2 dernières années de sa vie à prouver l'innocence de notre fils. En secret. Avec patience. Comme on construit un pont. Et maintenant, c'était à moi de terminer ce qu'il avait commencé.